Elle n'a jamais été bruyante, sa loyauté. Elle ne cherche pas les applaudissements, elle évite les micros, elle se prouve dans les couloirs, dans les silences, dans ces moments où Hollywood détourne le regard. À 84 ans, Al Pacino choisit précisément ce mot-là, la loyauté, pour parler de Johnny Depp. Pas la célébrité, pas le scandale, pas la légende, la loyauté. Et ce choix, aujourd'hui, n'a rien d'anodin. Pacino, on le connaît pour ses personnages qui brûlent, pour ses éclats, pour ses monologues qui semblent avaler l'air. Mais quand il parle de Depp, le ton change, plus bas, plus retenu, presque intime. Dans un entretien accordé à People, au moment où il évoque sa relation de longue date avec l'acteur et leur nouvelle collaboration autour de Maudit, 3 Days on the Wings of Madness, réalisé par Depp, il insiste sur une amitié qui a traversé les années, sans mise en scène, sans stratégie. Il le décrit comme wild et wonderful, et parle d'un lien vrai, même s'il ne se voit plus aussi souvent. 2 trajectoires, 2 mythologies. D'un côté, Al Pacino, né le 25 avril 1940, monument vivant, visage de la méthode, corps de cinéma. De l'autre, Johnny Depp, star nomade, artiste à la réputation cabossée, applaudi, contesté, disséqué et pourtant toujours debout, toujours en mouvement. Ce qui relie ces deux hommes, ce n'est pas seulement Donnie Brasco, ce film de 1997, où l'un joue la mafia comme une seconde peau et l'autre le FBI comme une fracture intérieure. C'est une manière commune de regarder le métier, avec respect, avec obsession, avec une certaine méfiance envers le bruit. En France, Télérama rappelait récemment la force de ce duo, précisément parce qu'il se joue à l'humain, au détail, sans surenchère. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi cette parole, à 84 ans, à un moment où Pacino pourrait se contenter de célébrer une carrière et d'esquiver le reste ? Parce qu'il publie ses mémoires, Sonny Boy. Parce qu'il revient sur ceux qui restent et sur ceux qui ont disparu. Parce qu'un film longtemps impossible, Maudit, trouve enfin sa route. Et qu'il le fait grâce à Depp derrière la caméra. Et parce qu'à cet âge-là, dit-il, on ressent autrement l'absence, la fidélité, le temps qui efface. Ce silence brisé n'est pas une confession spectaculaire. C'est plutôt une mise au point. Comme si Pacino disait, au milieu des jugements rapides, il existe une qualité plus rare que le talent, la loyauté silencieuse. Et lui, Pacino, prétend l'avoir vu à l'œuvre chez Depp. Mais de quelle loyauté parle-t-il exactement ? Qu'a fait Johnny Depp, loin des caméras, pour mériter un mot aussi lourd ? Et si cette histoire n'était pas seulement une amitié, mais une dette, une promesse, ou même une protection mutuelle dans un milieu qui n'oublie rien ? Il y a des rencontres qui ne ressemblent pas à une rencontre. Pas de coup de foudre hollywoodien, pas de phrases destinées à être citées. Juste 2 hommes qui se jaugent et qui comprennent, très vite, qu'ils n'ont pas besoin d'en faire trop. Al Pacino et Johnny Depp ne se sont pas trouvés dans une soirée mondaine. Leur lien s'est forgé dans un endroit plus simple et plus exigeant, le travail. Au milieu des années 1990, Donnie Brasco sort enfin de sa longue gestation. Le projet se relance réellement en 1996, après des années de développement, et les 2 acteurs finissent par être réunis au casting. Pacino pour incarner Lefty Ruggiero, Depp pour devenir Joe Piston, l'agent infiltré. Ce qui se joue alors, ce n'est pas une simple association de stars, c'est une question de méthode, de rythme, d'instinct. Pacino arrive avec ce qu'il porte depuis toujours, la précision du geste, l'oreille pour les silences, cette façon de faire exister un personnage même quand il ne parle pas. Depp, lui, a déjà cette réputation d'acteur insaisissable, plus proche du bord que du centre, capable de s'absenter du cliché au dernier moment. 2 tempéraments, 2 générations, mais une même méfiance envers la démonstration. Et là, la première impression compte. On imagine souvent Pacino imposant, massif. En réalité, ceux qui l'approchent parlent d'un homme qui observe d'abord, qui écoute, qui teste, qui n'offre pas sa confiance comme un réflexe. Depp, lui, n'est pas du genre à demander la place. Il prend la température, il se met à hauteur, il lit l'espace. 2 solitudes professionnelles qui se reconnaissent. Mais alors, comment crée-t-on un duo crédible quand l'histoire elle-même impose une tension presque impossible ? Dans Donnie Brasco, l'un doit s'attacher, l'autre doit mentir. Lefty vouch pour Donnie, Donnie s'enfonce. Et tout ce qui se passe entre eux repose sur une chose, la crédibilité de l'intime. La confiance jouée comme une vérité. C'est là que la rencontre devient autre chose qu'un premier jour de tournage. Elle devient un pacte discret. Les sources de l'époque soulignent que Joseph Piston,
le véritable agent à l'origine de l'idée engagé comme consultant pour aider les acteurs à construire leurs personnages. Ce détail est important. On n'est pas dans une fable. On est dans une mécanique où chaque regard doit être juste, parce que la réalité derrière est brutale. Pour Pacino, cette exigence n'est pas nouvelle. Mais avec Depp, il découvre un partenaire qui ne triche pas. Un acteur qui accepte le trouble, qui accepte de ne pas être sympathique à tout prix, qui comprend qu'un lien, parfois, se dit mieux par une hésitation que par une phrase. Et pourtant, il y a autre chose, une forme de respect mutuel qui ne passe pas par l'admiration bruyante. Des années plus tard, Pacino parlera de Depp comme d'un ami wild et wonderful, et insistera sur le fait que leur connexion est restée authentique, même s'ils ne se voient pas souvent. Cette phrase, à elle seule, raconte la nature de leur rencontre initiale. Pas une proximité quotidienne, mais une reconnaissance profonde. Sur un plateau, la loyauté commence souvent par une chose très simple. Ne pas laisser l'autre seul dans une scène. Ne pas voler, ne pas écraser, ne pas jouer contre. Et dans un film comme Denis Brasco, où l'amitié est une corde au-dessus du vide, ce type de loyauté devient visible même quand personne ne la commente. Pacino, à cet instant-là, ne sait pas encore qu'il retrouvera Depp presque 30 ans plus tard, autrement, non plus face à lui, mais sous sa direction. Il ne sait pas encore que l'histoire se prolongera en dehors du film, dans une amitié faite de distance et de constance. Il sait seulement ceci. Il a en face de lui quelqu'un qui comprend le prix du silence. Et quelqu'un qui, dans le métier, sait ce que tenir veut dire. Ils auraient pu rester l'un pour l'autre une simple collaboration. Un film, une photo d'archive, un souvenir de plateau. Mais ce qui suit Denis Brasco, c'est autre chose. Deux trajectoires qui montent, chacune à sa manière, et une estime qui se fixe sans avoir besoin de se prouver. À la fin des années 1990, Al Pacino est déjà une institution. Il n'a plus rien à démontrer, et pourtant, il continue de chercher. Son nom porte encore l'ombre des années Godfather, l'intensité d'un cinéma où un regard suffit à faire trembler une scène. Il a traversé les décennies sans se recycler en symbole. Il s'obstine à rester acteur. Et il le fait à ce moment précis où Hollywood, paradoxalement, aime déjà le classer parmi les monuments. Sa filmographie à ce stade dessine une ligne claire, les rôles qui pèsent, les personnages en tension, les hommes au bord de leurs propres contradictions. Scarface, Heat et tant d'autres. Mais surtout, il y a cette reconnaissance tardive et presque ironique. En 1993, Pacino reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour Scent of a Woman, après des années de nominations et de performances déjà mythiques. Pour l'industrie, c'est une récompense. Pour lui, c'est plutôt une confirmation. Il peut entrer dans la légende sans perdre l'instinct de la scène. Johnny Depp, lui, est dans une autre phase. Il devient. Dans les années 1990, son visage circule, son image se fixe, mais il refuse d'être un produit. Il vient d'une notoriété télévisuelle, 21 Jump Street, diffusée de 1987 à 1991, qui l'a rendu célèbre malgré lui. Et au lieu de capitaliser sur ce statut de jeune idole, il bifurque. Il choisit l'étrange, le fragile, le marginal. Il construit sa carrière comme on construit une collection de personnages, en évitant l'évidence. Ce qui se joue alors pour Depp, c'est une stratégie qui n'en est pas une, la cohérence intérieure. Il avance par collaboration, par risque, par métamorphose. Et c'est précisément cette attitude qui parle à Pacino. Un acteur qui ne s'excuse pas de ne pas être facile. Un acteur qui accepte d'être incompris. Dans ces années de gloire, on aurait pu imaginer une distance. La star d'hier et la star de demain. Le maître et l'élève. Mais la relation ne se situe pas là. Elle se situe dans une forme de fraternité professionnelle. La même obsession du métier. La même méfiance envers les étiquettes, la même capacité à vivre avec le bruit autour sans s'y dissoudre. Et puis très vite, Depp franchit un cap. En 2003, il entre dans une autre dimension avec le personnage de Jack Sparrow, qui lance la saga Pirates of the Caribbean et le transforme en icône mondiale. Là où certains se seraient figés, Depp continue. Il garde le goût du décalage, de l'excès contrôlé, de la silhouette qui ne ressemble à personne. C'est d'ailleurs un point que beaucoup oublient. La gloire, chez Depp, n'a jamais été une fin, plutôt une conséquence. Pacino observe cela, de loin, avec l'œil de ceux qui ont vu Hollywood avaler des carrières. Et c'est là que la loyauté silencieuse prend une première forme. Ne pas réduire l'autre à sa caricature. Ne pas le résumer à ses titres, à ses succès,
à sa presse. Continuer à le considérer comme un acteur, un vrai. Des décennies plus tard, quand Pacino raconte leur lien, il ne parle pas d'une amitié de quotidien. Il parle d'une amitié réelle, un mot rare dans ce milieu. Et il décrit Depp comme quelqu'un de wild et wonderful. Ce n'est pas un compliment publicitaire, c'est le vocabulaire d'un homme qui reconnaît un tempérament. Quelqu'un qui n'est pas domestiqué par le système. Et au milieu de ces années de gloire, il y a un détail qui rééclaire tout. Ce projet Modigliani, qui circule depuis longtemps, comme une idée persistante. Depp a raconté qu'un jour Pacino l'appelle, presque comme on relance un vieux rêve, pour lui dire « Tu te souviens de ce projet Modigliani ?» et lui proposer de le réaliser. On n'offre pas un film à quelqu'un par politesse, on le fait quand on croit en sa vision. C'est peut-être ça, le cœur de ces années. La gloire n'a pas seulement fabriqué 2 stars, elle a fabriqué 2 hommes qui, chacun à leur façon, ont appris ce que vaut une promesse tenue dans le temps sans déclaration, sans scène, sans théâtre. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand 2 trajectoires, après s'être reconnues, cessent de se toucher ? Quand l'estime demeure, mais que la vie, la presse, les calendriers et surtout la réputation commencent à peser plus lourd que les souvenirs de plateau. Dans l'histoire Pacino-Depp, les fissures ne sont pas une scène unique. Elles ressemblent plutôt à une lente distorsion, une distance qui s'installe sans déclaration. Parce qu'ils ne visent pas le même Hollywood, pas la même époque, pas la même violence médiatique. Après Denis Brasco, chacun reprend sa course. Pacino traverse des années avec l'autorité tranquille des monuments. Il peut se permettre la rareté, les choix de prestige, le théâtre, les rôles qui partent à l'histoire du cinéma. Depp, lui, entre dans une célébrité d'un autre type, plus massive, plus pop, plus exposée. Et à mesure que la lumière s'intensifie, les angles morts grandissent. Pourtant, ce qui rend leur lien particulier, c'est justement cette absence d'obligation. Ils ne se doivent pas une présence permanente. Leur amitié se nourrit d'autre chose, d'une reconnaissance profonde mais espacée. Pacino le dira plus tard avec une simplicité presque désarmante. Leur connexion reste authentique, même s'ils ne se voient plus souvent. Et c'est peut-être là que les fissures commencent. Parce que dans ce milieu, on confond vite la distance avec l'abandon. On confond le silence avec le jugement. Et lorsqu'un acteur devient un sujet de débat public, ce n'est plus seulement son talent qui est évalué, c'est sa place dans le récit collectif. Ce soir-là, ou plutôt à cette période-là, l'image de Johnny Depp se met à exister en dehors de ses films. Elle devient une affaire, une polarisation, un terrain de bataille. Le procès en diffamation très médiatisé en Virginie, tenu du 11 avril au 1er juin 2022, se conclut par un verdict largement favorable à Depp sur ses demandes, tout en accordant aussi une partie des contre-demandes à Amber Heard. À partir de là, il n'est plus seulement l'acteur, il devient un symbole pour certains, un problème pour d'autres. Et Hollywood, dans ces moments-là, sait être très froid. Pacino, lui, appartient à une génération où l'on protège davantage entre soi. Mais il n'est pas naïf. Il sait comment l'industrie fonctionne. Elle applaudit, puis elle s'éloigne. Elle attend que la poussière retombe. Et parfois, elle ne revient pas. Les fissures ici ne sont pas une dispute. Elles sont une pression atmosphérique. Une manière pour le monde extérieur de redéfinir votre relation à votre place. Et il y a un deuxième axe, plus intime encore, le temps, le projet Modigliani justement. Un rêve ancien, presque obsessionnel, que Pacino porte depuis la fin des années 1970. Un film sur Amedeo Modigliani qui traverse les décennies, change de forme, de script, de possibilités, mais ne se réalise jamais vraiment. Ce rêve-là aurait pu se transformer en regret. Il aurait pu mourir dans les tiroirs de l'industrie. Or, en août 2022, le projet est officiellement annoncé. Johnny Depp va réaliser Maudit, 3 Days on the Wing of Madness. Pacino est impliqué comme producteur et le film s'appuie sur une pièce de Dennis McIntyre adaptée pour l'écran. Ce moment est capital. Il dit que malgré la distance, malgré les années, malgré le bruit, il existe encore un fil. Mais alors, pourquoi parle-t-on de fissure si ce fil existe ? Parce que justement, ce fil a failli rompre 1000 fois. Parce qu'un projet qui traîne pendant 40 ans, ce n'est pas qu'un problème de cinéma, c'est une épreuve de confiance. Et parce que le choix de confier ce film à Depp, après tout ce qu'il vient de traverser, est un geste qui peut être lu comme un risque, presque une provocation, dans un milieu qui déteste l'inconfort. Le tournage commence en septembre 2023 à Budapest, se poursuit, s'achève en novembre.
Pacino tourne ses scènes en janvier 2024 à Los Angeles, puis d'autres séquences sont filmées à Turin en février 2024. Autrement dit, le rêve avance, mais dans une temporalité fragmentée, en morceaux, comme si le projet lui-même portait la marque de ces années d'écart. Et c'est là que la voix de Pacino, à 84 ans, prend une coloration particulière. Quand il parle de la loyauté silencieuse de Depp, il ne parle pas seulement d'amitié. Il parle d'un comportement dans les zones grises, dans les périodes où l'on ne sait pas si l'autre reviendra, dans ces moments où le monde vous pousse à prendre position ou à disparaître. Pourtant, Pacino ne choisit pas le spectaculaire. Il ne se transforme pas en avocat médiatique. Il nomme une qualité. Il reste dans la nuance. Comme un acteur qui refuse de jouer le rôle qu'on attend de lui. Et au fond, la fissure la plus nette, la plus douloureuse, c'est peut-être celle-ci. Dans une industrie où tout s'achète, où tout se commente, la loyauté devient suspecte. Elle interroge, elle dérange, et elle oblige à regarder ce qu'on ne veut pas voir, qu'une relation peut survivre à la distance, au scandale et au temps sans faire de bruit. La crise dans cette histoire n'arrive pas comme un tonnerre spectaculaire. Elle s'installe plutôt comme une marée. Elle monte, elle recouvre, elle change la carte sans prévenir. Et au centre de cette marée, il y a Johnny Depp, non plus l'acteur, non plus l'icône, mais l'homme devenu sujet public. Pendant des années, Depp est resté ce corps libre, ce visage capable de se transformer, ce nom qui vend des billets. Et puis, progressivement, le récit se déplace. Il ne parle plus des films, il parle des procès. Il ne parle plus des rôles, il parle des unes. Il ne parle plus du travail, il parle de la réputation. Et dans ce genre de tempête, Hollywood n'est pas une famille. Hollywood est un marché. Un endroit où l'on calcule la température, où l'on devine le vent, où l'on attend que la polémique s'éteigne ou qu'elle consume définitivement. Ce qui frappe dans la rupture de Depp avec une partie du système, c'est le rôle du silence. Pas le silence choisi, artistique, le silence imposé. Celui qui arrive quand les portes se ferment sans explication, quand les appels se raréfient, quand les amis deviennent prudents, quand même les collaborations anciennes se mettent à ressembler à des archives qu'on ne veut plus afficher. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on devient un risque? On se défend, on s'épuise, on se ferme, on parle trop ou on ne parle plus du tout. Et surtout, on comprend à quel point une carrière peut être fragile, non pas sur l'écran, mais dans la perception collective. La crise de Depp n'est pas seulement juridique, elle est existentielle, parce qu'elle le force à vivre sous le regard constant, à voir son identité se réduire à un dossier, à une lecture, à une interprétation. Peu importe à ce stade ce que l'on croit ou ce que l'on refuse de croire, la machine médiatique a déjà décidé que cette histoire devait être totale. Et quand une histoire devient totale, elle écrase tout le reste. Pour Pacino, cette crise-là a une résonance particulière. Lui vient d'un autre temps, celui où la vie privée restait davantage derrière les portes, celui où l'on pouvait encore disparaître entre deux films et revenir sans expliquer, celui où l'industrie avait ses hypocrisies, mais moins de tribunaux permanents sur les réseaux. Pourtant, Pacino n'est pas un moraliste, il est un survivant. Il sait que le système aime ceux qui gagnent et qu'il lâche ceux qui trébuchent. Il sait aussi qu'il existe deux manières de réagir à une crise. Prendre la parole pour se protéger ou se taire pour ne pas offrir davantage de matière au bruit. Et c'est ici que la notion de loyauté silencieuse prend une densité presque douloureuse. Parce que la loyauté dans une tempête n'est pas une phrase publique, c'est une attitude, un geste, un refus de participer au lynchage, une présence qui n'a pas besoin d'être visible. Mais alors précisément, où est la rupture? La rupture, c'est le moment où l'on comprend qu'un lien ne peut plus être simple, qu'être proche d'une personne contestée vous place, vous aussi, dans un récit, qu'on vous demande implicitement de choisir, être avec ou être contre, soutenir ou condamner, afficher ou effacer. Dans la crise Depp, le monde extérieur exige des positions, et cela crée une violence secondaire, moins spectaculaire mais très réelle, la violence sur les relations, sur les amitiés, sur les loyautés anciennes. Pacino, lui, traverse cette phase avec une économie de mots. Et ce n'est pas rien, parce que se taire peut être une forme d'abandon, mais se taire peut aussi être une forme de fidélité quand la parole devient un piège. Et c'est là que surgit l'autre dimension de la crise, le projet Modigliani. Un film difficile, fragile, longtemps impossible, une œuvre qui demande de la foi, du temps, de la patience, une œuvre qui, au mauvais moment,
peut être jugée inopportune ou dangereuse pour une carrière. Et pourtant, le projet avance. Dans un monde qui aime les certitudes, Pacino prend un risque. Il maintient l'idée que Depp n'est pas seulement un scandale, mais un artiste capable de réaliser. Il ne le dit pas en slogan, il le dit en acte. Et pour Depp, dans cette période, cet acte-là a une valeur particulière. Parce qu'au cœur d'une crise, ce qu'on perd le plus vite, ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas le travail. C'est l'impression que quelqu'un vous voit encore comme un être humain et pas comme un dossier, une polémique, un nom à manipuler. Alors la crise devient un test, pas seulement pour Depp, pour ceux qui l'entourent, pour ceux qui prétendent le connaître, pour ceux qui un jour ont partagé un plateau, un regard, une exigence. Et à 84 ans, quand Pacino brise le silence, il ne raconte pas une anecdote. Il signale une chose beaucoup plus rare. Au milieu d'une tempête, il existe des fidélités qui ne font pas de bruit. Et ce bruit-là, justement, est parfois la seule preuve qu'elles sont vraies. Après la tempête, il ne reste jamais un retour à la normale. Il reste une reconstruction, une ligne de vie qu'on redessine à l'intérieur d'un monde qui, lui, a déjà tourné la page, parfois sans vous prévenir. Pour Johnny Depp, l'après ressemble d'abord à une relocalisation, pas seulement géographique, intérieure. Il ne s'agit plus de reprendre sa place au centre, mais de continuer à exister sans le centre. On l'a vu réapparaître sur scène, dans la musique, dans des formats qui échappent aux grands récits hollywoodiens, là où l'on peut redevenir un artiste sans passer par le tribunal permanent de l'opinion. Et cela compte, parce que l'après-tempête, c'est aussi ça, retrouver un espace où l'on n'est plus réduit à un symbole. Mais alors, que vaut une carrière quand elle a été avalée par une histoire qui ne vous appartient plus ? On comprend, à ce moment-là, que la vraie question n'est pas revenir, c'est tenir. Tenir dans la durée, tenir sans s'expliquer à chaque pas, tenir sans réécrire le passé, mais en choisissant ce qu'on garde du passé. C'est ici que le geste le plus parlant apparaît. Depp passe derrière la caméra. Il ne cherche pas seulement un nouveau rôle, il cherche une nouvelle position. Réaliser, c'est reprendre le contrôle du rythme, du regard, du montage. C'est décider où l'on pose la lumière, pas au sens visuel, mais au sens moral. Décider ce qui mérite d'être regardé autrement. Et Pacino réapparaît dans ce tableau comme un point fixe. Dans Maudit, la relation s'inverse. Pacino n'est plus celui qui guide le jeune acteur sur un plateau. Il devient celui qui accepte d'être dirigé. Il y a, dans ce renversement, une élégance rare et une confiance très concrète. Ce n'est pas un détail technique, parce qu'après une crise, on ne donne plus facilement sa confiance. On la distribue en petites doses, comme une monnaie fragile. Et quand un acteur comme Pacino, qui a traversé des décennies d'industrie, de flatterie, de rupture, accepte de se placer sous la direction de Depp, il ne fait pas un geste mondain, il fait un geste professionnel, presque un geste de foi. Dans ses mots, Pacino reste pudique. Il parle d'une connexion réelle, d'une amitié qui demeure même quand on ne se voit pas. Et surtout, il choisit des qualificatifs qui ne sont pas des slogans. Wild, wonderful. Deux mots qui disent un tempérament, pas une campagne de communication. Cela ressemble à une manière de rappeler qu'un homme n'est pas la somme des titres de presse le concernant. Qu'un homme peut être chaotique et pourtant loyal. Après la tempête, Pacino, lui aussi, est dans un après. À 84 ans, il publie Sonny Boy. Et ce titre, déjà, sonne comme une mémoire qu'on accepte enfin d'ouvrir. Ce n'est pas simplement un bilan, c'est un moment où l'on décide ce qui mérite d'être écrit et ce qui mérite d'être tu. Et dans cette période-là, la loyauté prend une autre signification. Elle n'est plus seulement une valeur de jeunesse, elle devient une forme de sagesse, une manière de dire « j'ai vu des cycles, j'ai vu des chutes, j'ai vu des retours. Je sais ce que les gens disent quand ça va bien et ce qu'ils ne disent pas quand ça va mal. » Pour Depp, l'après-tempête est aussi une question de regard public. Le monde voudrait le figer, soit en victime, soit en coupable, soit en héros, soit en paria. Or, l'artiste, lui, veut redevenir ambigu. Il veut redevenir complexe. Il veut, surtout, redevenir inclassable, comme au début. C'est souvent dans cette phase que les amitiés se révèlent. Pas par des photos, pas par des déclarations, mais par des décisions prises dans l'ombre. Un rendez-vous maintenu, un projet qu'on ne retire pas, un nom qu'on ne raye pas d'un générique. Et c'est peut-être ici que la formule « loyauté silencieuse » devient la plus claire. Elle décrit moins un événement qu'une attitude dans l'après. La loyauté de ceux qui ne se précipitent pas quand tout le monde applaudit,
et qui ne disparaissent pas quand tout le monde se retire. Après la tempête, il n'y a pas de triomphe spectaculaire. Il y a cette chose plus discrète, plus rare, la continuation. Et parfois la continuation est la forme la plus digne du courage. Il ne choisit pas la phrase qui fait la une, il choisit la phrase qui résiste au temps. À 84 ans, Al Pacino parle de Johnny Depp comme on parle d'un ami rare. Pas un camarade de soirée, pas un contact, un ami, au sens presque ancien du terme. Dans un entretien accordé à People autour de ses mémoires Sonny Boy, il dit d'abord les choses simplement, et ce simplement est déjà une révélation. Depp est un type sauvage, très créatif et surtout merveilleux. Ce n'est pas un compliment automatique. Pacino n'est pas un homme qui distribue les adjectifs pour arranger l'air du temps. Il a trop traversé de modes, trop vu d'enthousiasme fabriqué, trop entendu de louanges qui ressemblent à des contrats. Et puis, il laisse tomber cette phrase, presque comme un aveu de tendresse. Quand il se retrouve parfois, Depp lui glisse « Here we are, a couple of toddlers ». 2 enfants au milieu du cirque. 2 garçons qui ont survécu à l'industrie et qui, malgré tout, se parlent encore comme avant. Mais alors, qu'est-ce que Pacino brise réellement dans ce silence ? Ce n'est pas le silence d'un scandale, c'est le silence sur une qualité qui ne se montre pas et qui pourtant décide de tout, la loyauté. Dans People, on lui demande ce que cette amitié représente après tant d'années. Pacino répond qu'il se voit rarement, qu'il ne s'était pas vu en personne depuis des années avant Maudit. Et pourtant il insiste, ce lien appartient à une catégorie particulière. Il dit en substance, il a peu de gens dont il peut dire sans hésiter, ce sont mes amis. Et là, la voix change, elle descend, elle ralentit. Il parle de l'âge, il parle de New York, il parle des rues qui étaient habitées par des présences et qui ne le sont plus. Il dit que le plus dur, en vieillissant, c'est de perdre ces gens-là. Il décrit cette impression étrange, être déposé sur une planète solitaire. C'est dans cet endroit-là, précisément, que la loyauté de Depp prend un sens nouveau. Parce que la loyauté, quand on est jeune, c'est parfois un instinct. Quand on vieillit, c'est un choix. Un choix conscient, dans un monde où les relations s'usent vite et où les amitiés sont souvent conditionnelles. Pacino ne dit pas « il m'a défendu ». Il ne dit pas « il a pris position ». Il ne dit pas « il a gagné ». Il dit mieux que ça. Il est resté dans la bonne catégorie, celle des gens vrais. Ceux qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui existent quand même et dont l'absence, le jour où elle arrive, fait un trou. Et cette révélation, elle se prolonge en actes. Pacino raconte qu'ils ont parlé de Modigliani dès Donnie Brasco et que des années plus tard, le film se fait enfin avec Depp à la réalisation et lui-même à l'intérieur du projet. Ce détail est capital. Dans un milieu qui adore les virages opportunistes, ils reviennent à une promesse ancienne, une idée qui a résisté à tout, aux agendas, aux abandons, aux échecs de financement, à la fatigue des décennies. Dans une interview au Guardian, juin 2025, Pacino explique combien ce type de projet, un art film, est difficile à faire exister, même pour quelqu'un de célèbre. Et il dit aussi qu'il connaît Depp à travers les années, qu'il a pensé que le sujet résonnerait en lui et qu'il faut s'accrocher longtemps dans les premières étapes du cinéma indépendant. Autrement dit, la loyauté ici ne se limite pas aux mots, elle existe dans la persévérance commune. Alors oui, à 84 ans, Pacino brise le silence. Mais il ne le brise pas pour relancer une polémique. Il le brise pour nommer ce que le bruit efface. La fidélité discrète, celle qui n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Et quand il parle de planète solitaire, on comprend soudain ce qu'il protège au fond. Pas la réputation de Depp, le fait qu'un lien humain dans cette industrie puisse encore tenir. Il ne le dit pas pour conclure une affaire. Il le dit pour refermer, doucement, une parenthèse humaine. À la fin, ce documentaire n'est pas seulement l'histoire d'un acteur de 84 ans qui prononce quelques phrases sur un autre acteur. C'est l'histoire d'un mot, la loyauté, qui dans le monde du spectacle ressemble presque à une résistance. Al Pacino a traversé Hollywood comme on traverse un pays qui change de langue à chaque décennie. Il a connu l'âge où l'on travaillait dans l'ombre, l'âge où l'on devenait un mythe, puis l'âge où l'on devient une mémoire vivante. Il a appris, à force de succès et de déception, que les applaudissements sont souvent bruyants et que les absences le sont davantage. Johnny Depp, lui, a connu une autre forme de traversée, celle d'un homme rendu public, parfois malgré lui. Un artiste qui a été autant regardé pour ses métamorphoses que pour sa chute, et qui, après la tempête, cherche moins à convaincre qu'à continuer, à créer, à se déplacer, à survivre. Leur lien,
dans cette perspective, n'a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de scène où l'un sauve l'autre. Il n'y a pas de phrase définitive, pas de serment. Il y a plutôt un fil, une reconnaissance née sur un plateau dans les années 1990, puis un silence long, puis une reprise. Un projet ancien Modigliani qui finit par renaître comme une preuve silencieuse que certaines promesses dans ce milieu ne meurent pas forcément. Et Pacino, aujourd'hui, ne cherche pas à donner une leçon. Il parle comme un homme qui sait que le temps enlève plus qu'il ne donne. Dans People, il dit qu'il a perdu des gens, que vieillir revient parfois à se sentir déposé sur une planète solitaire. Alors quand il prononce le mot « ami », quand il insiste sur cette catégorie rare, on comprend que sa révélation n'est pas une déclaration de presse, c'est un geste de conservation. Il garde ce qui compte, il nomme ce qui reste. Et si la loyauté de Depp est silencieuse, c'est peut-être parce que les loyautés les plus fortes ne se crient pas, elles se font. Elles s'éprouvent dans les périodes où l'on ne gagne rien à être fidèle, dans les moments où soutenir quelqu'un n'apporte pas de prestige, mais seulement une cohérence. Le temps ensuite fait le reste. Il nettoie les récits trop faciles, il érode les caricatures, il laisse debout ce qui était solide au départ. Une estime réelle, une curiosité, une confiance de métier et cette forme d'affection un peu rugueuse que Pacino résume en 2 mots presque enfantins, wild et wonderful. À la fin, il n'y a ni verdict, ni triomphe, ni morale. Il n'y a qu'une idée simple. Dans une industrie qui transforme tout en spectacle, certains liens refusent d'être un spectacle. Et c'est peut-être cela le plus émouvant. Et sur la table, il reste une photo. 2 visages d'époques différentes. Un regard qui ne cherche pas à convaincre. Le temps, lui, ne dit plus rien.